Direct Gestion, le débat, deuxième partie, toujours en compagnie de Laurent Dédier, le directeur de la gestion au PCVM chez messieurs Autain et compagnie, et Sébastien Féjean, directeur associé d'ID Midcap. Messieurs, après un petit tour macroéconomique, on va se pencher justement sur les valeurs, les Midcap, les plus en pointe. Laurent nous en a déjà parlé d'une, c'était SPI il y a quelques instants. On va se pencher également sur la sélection d'ID Midcap avec vous, Sébastien. Une sélection d'une dizaine de valeurs que vous suivez, qui ont vos faveurs. On commence par une grosse mid-cap, mais qui était petite il y a encore quelques années, c'est Ingenico. Bah oui, parce qu'on pense qu'Ingenico, effectivement, il y a eu beaucoup de questions autour de l'acquisition qu'ils ont essayé de faire durant l'été, qui a effectivement pesé largement sur le titre, mais fondamentalement, ça a juste montré que le management était tout à fait, on va dire, en phase avec les défis qu'il a relevés. Pas prêt à surpayer non plus une acquisition qui finalement avait quand même un certain nombre de défauts, notamment un endettement qui était un peu élevé. Donc on est effectivement sur une société qui a beaucoup souffert et qui a malheureusement déçu le consensus en n'ayant que 15% de croissance organique, là où le consensus attendait 16% au T3. Et la sanction immédiate. Paf, direct. Donc voilà, alors en plus ils ont dit qu'ils auraient entre 5 et 10% de croissance organique au Q4, avec évidemment des effets de base qui sont quand même assez importants. On sait qu'Ingenico a quand même dégagé un niveau de croissance supérieur à 20% au T4 2014. Donc bon, oui, c'est vrai que 23% de marge opérationnelle, c'est vrai que tout ça sont absolument des signaux négatifs. Et donc c'est pour ça que nous, on considère effectivement que autant de signaux négatifs méritent d'en acheter, c'est-à-dire qu'on vise 140 €. 140 €, donc voilà. Un upside de 20-30%. Voilà, exactement, parce qu'on pense qu'en plus le plan stratégique qui va être présenté prochainement va être le moment de pouvoir effectivement remettre un peu tout le monde sur la même page, et notamment effectivement expliquer qu'Ingenico, je ne sais pas si vous allez à New York, vous voyez que New York est quand même une ville intéressante. Finalement, le déploiement de la norme EMV reste assez limité. Donc, on explique, c'est-à-dire que auparavant, pour tous ceux qui sont allés aux États-Unis, la carte, on la tapait pas, on mettait pas sa carte avec un code, on la swipait, c'est-à-dire voilà, c'était un espèce de sabot un peu antique. Et c'est toujours le cas. Et c'est toujours le cas, sauf vous allez au MoMA par exemple à New York, vous donnez votre carte, personne ne vous demande qui vous êtes ou ce que vous faites, et vous pouvez très bien avoir volé votre carte, et voilà. Et le MoMA est quand même un élément emblématique à New York, et donc on peut imaginer que le déploiement qui va être naturellement fait aux États-Unis est un boulevard de croissance absolu pour Ingenico. Donc voilà, ils vont passer effectivement au fameux code PIN, ou peut-être à autre chose, puisque ça va très vite dans ce domaine, mais Ingenico s'y prépare également à tous les services de paiement. Encore une fois, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre les Google Pay et les Apple Pay avec le fait de sécuriser une transaction numérique, c'est-à-dire que d'un côté vous avez juste effectivement la nécessité de pouvoir connecter avec le système bancaire mondial, qui nécessite effectivement d'avoir un certain nombre de sécurité, et de l'autre, c'est juste effectivement un moyen de paiement, mais qui ne sécurise pas effectivement votre transaction vis-à-vis des banques. Donc c'est deux choses qui sont totalement différentes, et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas considérer que Google Pay ou Apple Pay sont concurrents de Ingenico. Ingenico a un bel mid-cap, 5-6 milliards de capitalisation. C'est une valeur que vous regardez également chez Laurent Dédier. Ça fait longtemps qu'on est actionnaire et nous sommes toujours actionnaires d'Ingenico. Je pense que la petite déception aussi de l'année est venue de la décote d'amour que le secteur a connue à cause du petit accident de parcours qui peut-être est un accident aussi plus moyen-long terme de Gemalto. Alors l'amalgame, il ne faut pas la faire sur le secteur, c'est pas exactement les mêmes métiers, mais elle rentre dans le même secteur, dans les indices boursiers. Et c'est vrai que Gemalto a connu pas mal de problématiques sur sa carte SIM, particulièrement dans les télécoms. Et c'est vrai que voilà, c'est une société qui a connu aussi une histoire de croissance exceptionnelle. Et certains se disent, mais et si un accident du même type pouvait se produire chez Ingenico? Mais nous, on conserve aussi avec des objectifs relativement aussi proches en termes d'objectifs de cours. On passe justement à vous, Laurent. Vous avez parlé, vous vouliez parler d'une autre valeur, c'est Elior également dans ce secteur des moyennes valeurs. Alors Elior, oui, qui n'est pas complètement une moyenne valeur, mais qui reste quand même en tout cas. C'était très longtemps. C'était aussi il y a longtemps, société. Combien de capitalisation maintenant? On est au-dessus de 3 milliards, je crois, de mémoire. Société qui est revenue en bourse il n'y a pas très longtemps après être sortie. Ce qui nous plaît, c'est plutôt la thématique macroéconomique européenne. On voit que le cycle s'améliore, que le chômage commence à diminuer,
qu'on voit des améliorations un petit peu sur tous les faisceaux macroéconomiques. Et aujourd'hui, Elior, c'est 80% de son chiffre d'affaires qui est réalisé en zone euro. C'est un leader en France, c'est un leader en Italie, en Espagne. Donc schématiquement, pour définir un peu la société, 70% de son activité est faite dans la restauration collective, ce qu'on appelle support services, donc c'est la restauration d'entreprise, pour faire simple. Et 30%, c'est sur tout ce qui est trafic autoroutier, c'est la restauration autoroute, aérogare, aéroport, etc. Donc quelque chose d'un petit peu plus cyclique. Le cycle économique européen a été difficile quand même depuis 2011. Aujourd'hui, il s'améliore. Et puis surtout, ce que l'on aime, c'est qu'il y a un nouveau manager qui est arrivé aux commandes de cette entreprise, qui était anciennement chez Altran, qui s'appelle Philippe Salle, qui a donné un objectif de plan stratégique à 2020 avec une croissance organique supérieure à 5%. De la consolidation, c'est une société qui était endettée par son management précédent, qui va pouvoir dès l'année prochaine rembourser une dette qui pénalise les frais financiers. Donc aujourd'hui, elle coche un petit peu toutes les cases dans notre esprit. Reprise en Europe, société un petit peu cyclique mais défensive, leader dans son marché, ça nous plaît. Donc voilà pour Elior. On repart dans la sélection d'idées mid-cap. MJ Coutier également qu'on retrouve, on en a pas mal parlé, avec un très beau parcours cette année. Très très beau parcours, équipementier automobile, à la limite que Peugeot soit leur client ou Apple, peu importe. C'est-à-dire que ce qui est intéressant avec les équipementiers automobiles, c'est que fondamentalement, ils étaient sous-traitants il y a 10 ans. Aujourd'hui, ils sont devenus équipementiers, donc déjà la sémantique a un peu évolué. Et que finalement, l'erreur ou le péché originel des constructeurs automobiles a été de outsourcer ce qui ne devait pas l'être, c'est-à-dire en fait tout ce qui est propriété intellectuelle. Et aujourd'hui, ils détiennent des brevets. Alors MJ Coutier notamment a un brevet autour de tout ce qui est thématique un peu importante en ce moment, autour des thématiques de dépollution, notamment de SCR, c'est-à-dire que des équipements qui permettent de pouvoir éviter, grâce à un mécanisme et non pas un logiciel, de polluer. C'est-à-dire qu'en fait c'est un mécanisme qui permet effectivement de pouvoir traiter directement depuis le réservoir les émissions de NOx, donc ce que typiquement Volkswagen n'a pas voulu faire. Mais en même temps, c'est pas là-dessus. Là aussi, ils vont pouvoir en vendre quelques-uns à Volkswagen, équipés. Ce qu'ils disent, c'est que bon, ils ont juste vendu ça à Peugeot. Ils ont dit qu'ils ont voulu faire plaisir à Peugeot, mais que c'était pas forcément là où ils faisaient le plus de marge, parce que c'est des pièces qui sont extrêmement compliquées à monter. C'est un processus industriel qui est extrêmement lourd. Et c'est pas là-dessus où effectivement ils font le plus de marge. Donc ils disent, bah voilà, on a servi un client. Mais encore une fois, c'est une société qui affiche des niveaux de croissance organique supérieurs à 10%, qui montre bien que les équipementiers automobiles ne sont pas des sociétés cycliques au sens classique du terme, et qu'encore une fois, le fait d'être en mesure de pouvoir avoir implémenté une stratégie survécue à un affre terrible en termes de manque de pricing power durant des années, et finalement être en mesure aujourd'hui de pouvoir, parce qu'ils ont survécu et que c'est la prime aux survivants, d'être en mesure effectivement de pouvoir davantage être price maker que price taker. Donc là ils ont du pricing power, ce fameux pricing power. Voilà, exactement. C'est-à-dire que quand ils ont la techno finalement. Voilà, ils ont la techno, et donc vous savez qu'actuellement une automobile, en gros 80% vient de pièces qui viennent de l'extérieur, et qu'à la fin on va dire qu'un constructeur automobile est plus un assemblier que réellement un constructeur. En fait, il a juste construit effectivement une entreprise élargie, et l'entreprise élargie, ça veut dire que ça intègre évidemment des équipementiers qui se sont structurés, qui ont survécu encore une fois à une concurrence qui a été extrêmement féroce, et surtout encore une fois à des acheteurs qui ont été plus regardants sur les effets de prix que sur réellement ce qui était la valeur même d'un constructeur automobile. Et on a eu exactement le même cas avec Michelin il y a des années, où finalement Michelin maintenant fait plus de marge que les constructeurs automobiles également. Donc finalement... MJ Coutier, là un petit peu moins d'upside, par 17,15 € actuellement, 18,50 € votre objectif. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas publié un excellent T3, donc voilà, donc évidemment le cours a progressé. Maintenant, si on se passe évidemment dans leur objectif 2018 ou 2020, voilà, on a beaucoup de marge de manœuvre encore. Enfin, je veux dire, c'est une société qui va probablement doubler de taille d'ici 10 ans, comme ce qu'elle fait depuis 10 ans, et donc il n'y a vraiment aucun sujet là-dessus. Voilà pour les... il y a pas mal de valeurs, là, on va en reparler dans un instant, mais une autre question qui se pose, c'est que là on a eu quelques introductions en bourse récemment qui ont été à la peine. Finalement, il n'y en a qu'une qui est sortie, c'est showroom privé. Bon, je mets de côté Amundi, qui est dans le secteur financier, là, le poids lourd, le mastodonte dans la gestion d'actifs. Pourquoi, effectivement, des sociétés comme, on l'a vu, Deezer ou encore Auberture, un autre concurrent peut-être d'Ingenico Gemalto,
Gemalto a dû reporter ou annuler son introduction récemment? Alors, chaque société a des raisons différentes sur le report de son introduction. Si on fait rapidement le tour des deux qui n'ont pas pu introduire leur société sur le marché, Deezer, je pense que le problème, c'est le business model. C'est-à-dire qu'on est dans un secteur ultra concurrentiel face à des géants de l'Internet qui sont Google, qui peuvent être Apple ou d'autres, et qui peuvent tout simplement venir casser le marché, effondrer les prix et mettre en souffrance le business model de Deezer. Donc la valorisation était un petit peu tendue et on a participé au premier meeting. On s'est rendu compte que ça semblait être quand même assez incohérent en termes d'évolution par rapport au risque. Donc le marché a laissé tomber, ça paraissait assez logique. Et sur Oberture, Oberture est une magnifique société qui a aujourd'hui l'avantage que son concurrent Gemalto n'a pas, d'être beaucoup plus dans l'innovation, beaucoup moins dans la carte SIM, d'avoir bénéficié de thématiques différentes. Le seul problème, c'était la fourchette de valorisation et ce qu'on appelle réellement l'analyse fondamentale. Ça mettait en avant que cette société était magnifique sur un business model fort et beaucoup plus dynamique en termes de croissance organique. Toutefois, tout a un prix et le prix demandé aux investisseurs pour l'introduction en bourse n'était pas en reflet avec la valorisation de son concurrent qui a un historique, qui a bien sûr un petit accident à court terme, mais qui ne pouvait pas justifier une telle prime. Sébastien Féjean, justement, vous avez regardé également ces dossiers? Oui, alors Oberture, j'ai pas compris en fait la différence entre le moment où ils sont sortis de la bourse, je crois à 8 fois en gros la VE sur EBITDA, et là en fait on propose la même entreprise à quasiment 50% plus cher. Donc bon, voilà, c'est-à-dire que c'est évidemment une question de valorisation. Sur les fondamentaux, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que c'est vraiment une société qui est très intéressante. Tout a un prix. Showroom Privé, c'est une société qu'on a bien aimée, c'est-à-dire que c'est un business model qui est générateur de free cash structurellement. Ils n'ont jamais levé d'argent depuis 2006. Simplement, effectivement, la valorisation peut s'expliquer par les comparables avec Asos, qui sont effectivement des sociétés qui se payent extrêmement cher. Mais en même temps, quand on voit d'autres entreprises de l'internet marchand comme LDLC.com, alors c'est sûr que là on parle de sociétés qui effectivement n'ont pas de stock, ou quasiment pas, lorsqu'on regarde un showroom privé, mais en même temps c'était quand même un tout petit peu cher. Alors mauvais départ en bourse, donc pour showroom privé, on verra dans la suite, c'est parcours aussi classique de l'introduction, généralement ça monte au début, ça baisse. J'ai vraiment aucun problème je veux dire, si effectivement ça baisse un peu plus, je pense qu'il faut vraiment en acheter, parce que c'est vrai que le modèle est structurellement générateur de free cash, et que c'est une très très belle boîte. Alors on va terminer justement avec un acteur du e-commerce, LDLC dont vous parliez à l'instant. C'est la seule dans votre sélection qui est dans le rouge depuis le début de l'année, avec un bel upside là, accident de parcours, ou vous restez positif sur la suite? Non, on reste très positif. C'est une des rares entreprises qui réussit à survivre à l'environnement amazonien, je dirais, qui est actuellement. Donc ça veut dire qu'ils ont vraiment une vertu en termes de disponibilité et de stock, et donc ils adressent vraiment une typologie de clients particulier. Donc là-dessus on est assez confiant. On est sur une entreprise qui est très bien gérée, et donc on reste effectivement, alors maintenant je vais en parler à mon analyste, parce que c'est vrai que c'est lui qui emporte l'entière responsabilité, mais on est relativement confiant sur les perspectives de développement de LDLC.com. Et voilà quelques idées donc d'investissement pour cette fin d'année et pour évidemment l'année prochaine, des belles sociétés dont on va parler. Ingenico, MG Coutier, LDLC pour la sélection d'Idemid Cap. On peut retrouver cette sélection sur votre site, j'imagine, Idemid Cap? Pas du tout, il faudra l'acheter pour ceux que ça intéresse. C'est payant. Merci Sébastien Féjean en tout cas de nous avoir fait partager ces recommandations gratuitement. Voilà. Et merci également à Laurent Dédier, le directeur de la gestion au PCVM de messieurs Autain. On a retenu de son côté un Luxottica et Silor pour les big cap, en tout cas fort pricing power, SPI et Elior du côté des moyennes valeurs. Merci messieurs, cette édition de Direct Gestion est terminée. On se retrouve dès demain à 9h30 pour un prochain débat. Tout de suite, place au marché Direct Investisseur dans un instant. A tout de suite.